Dans le respect des textes. Et je parle ici à un groupe de réflexion parce que nos amis du FCC et du PPRD, pendant toutes ces années, vous savez, l'une des choses que Félix Tshisekedi a appris à ses compatriotes, c'est quoi? C'est laquelle? Les gens qui ne connaissaient pas l'état de droit commencent à parler de l'état de droit. On n'a pas respecté la Constitution. On n'a pas... Eux qui ne connaissaient rien, on a ouvert la bouche, même à des muets, pour qu'ils commencent à parler de l'état de droit. Et quand il arrive, l'état de droit, donc c'est un état qui est soumis à la loi, jusque-là, je ne vous dis pas qu'on n'a pas eu de problème avec le texte, mais ce n'est pas n'importe qui peut se mettre debout et dire que la Constitution a été violée. Nous avons nos amis du PP de là-bas, même des géologues qui se mettent debout. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les autres disciplines. Un chimiste qui se met debout à l'Assemblée nationale. Inga, effectivement, Inga 3 a pris énormément de retard pour plusieurs raisons. La première, c'est que le grand modèle, celui pour lequel il y a eu une signature depuis 2015, qui était basé sur comme principal client l'Afrique du Sud, eh bien, ce grand modèle ne fonctionne pas, n'avance pas, pour deux raisons. La première, c'était lié au contexte du pays. Le pays était dans une situation politique tellement compliquée que tous les investisseurs ont préféré attendre que les élections se passent. La deuxième, c'est que le modèle lui-même, parce que c'est un investissement énorme, je crois que c'était 14 milliards, quelque chose comme ça, eh bien, pour produire 11 000 mégawatts, il faut être sûr qu'on va les vendre. Dans ce genre de projet, l'élément commercialisation est très important. Les gens qui ont l'argent, que ce soit des investisseurs ou des banques, ne mettront pas de l'argent dans un projet s'ils n'ont pas la garantie que la vente va se faire. Ce qu'on appelle en anglais le off-taker, donc celui qui va récupérer la production. Or, les 11 000 mégawatts ne peuvent pas s'appuyer sur le marché congolais, qui est encore trop faible, à part peut-être 1000 mégawatts au niveau des mines, mais le gros devait être exporté. Et donc on comptait sur l'Afrique du Sud. Il fallait d'abord construire une ligne de transport de Inga jusqu'en Afrique du Sud. C'est compliqué, c'est coûteux, 4 à 5 milliards. Et puis c'est compliqué, il faut négocier avec chaque pays par lequel ça va passer, etc. Et enfin, il faut que le destinataire final soit suffisamment crédible. Or, au moment où nous parlons, l'Afrique du Sud traverse des difficultés. Sa société d'État, qui devait être le canal par lequel nous allions vendre le courant de Inga, qui s'appelle Eskom, est en difficulté. Et donc, tous ces éléments ont fait que les bailleurs de fonds, les investisseurs, n'ont pas eu suffisamment confiance dans ce projet, dans ce modèle, et ça traîne. Ils continuent de promettre, mais ça ne vient pas. Et en chemin, il y avait deux consortiums qui devaient faire le projet, un consortium chinois, rattaché au projet aux Trois Gorges, et un consortium espagnol. Le consortium espagnol était composé de plusieurs entreprises. Certaines d'entre elles ont quitté le consortium. Donc tout ça a affaibli les promoteurs. Et donc c'est la raison principale pour laquelle ce fameux projet qui était dans les cahiers, disons, dans les dossiers de la DEPI, n'a pas pu avancer. Alors, pendant les 2 ans, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cherché à réveiller ces investisseurs-là, sino-espagnols, pour leur dire, mais écoutez, vous avez beaucoup traîné, nous, on ne peut pas traîner, on a besoin de ce projet. Parce que comme vous le dites, ce projet, si on doit investir 11 milliards ou 14 milliards en 4, 5 ans, 6 ans maximum, ça fait plus de 2 milliards de dollars par an. Rien que ça, en investissement, ça fait énormément d'emplois, des milliers et des milliers d'emplois. On devra même importer de la main-d'œuvre d'ailleurs. Et ensuite, ça fait beaucoup de marchés publics. On devra fournir le ciment, fournir le sable, la caillasse. Et donc ça allait vraiment transformer l'économie, il y aurait de la croissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'à cause, en perspective de ces marchés-là, de Inga et du port de Banana, qu'il y a eu des grands investissements dans la production de ciment au Congo central.
il y a 3 grandes sociétés qui produisent, à elles seules, elles ont une capacité de production de 3 millions de tonnes. Donc tout ça, c'était parce qu'on pensait qu'on allait commencer ces projets-là. Donc c'est un projet extrêmement important pour nous. Alors qu'est-ce que nous avons fait pendant les 2 années? Nous avons commencé à explorer, d'abord essayer de réveiller ceux-là, les anciens investisseurs, et puis explorer d'autres opportunités. Et on a eu plusieurs autres opportunités qui sont encore embryonnaires, mais qui sont très sérieuses. Je vais en citer 3. La première, c'est un autre consortium qui est sino-américain. Donc, il y a des Chinois de Hong Kong dedans, et puis il y a des Américains, qui veut reprendre le projet, mais faire un projet encore plus important. Eux, ils veulent arriver à 20 000 mégawatts. Et ils disent, bon, nous prenons tout en charge, nous faisons le Inga, et la moitié de ces 20 000 mégawatts, nous la consommons nous-mêmes en mettant en place toujours au Congo central une usine pour transformer la bauxite. C'est un modèle qui existait à l'époque qui est revenu. Parce que ces gens-là, c'est leur spécialité. Ils gèrent 150 000 mégawatts d'énergie à travers le monde et ils sont en rapport avec les grands... Ils ont récupéré l'ancien, comment on appelle, j'ai oublié son nom, le grand producteur d'aluminium et de bauxite. Et donc, leur idée, c'est de faire venir la bauxite de la Guinée, principalement, la transformer dans le Congo central et puis la réexporter. Et pour ça, pour la transformer, ils allaient utiliser 10 000 mégawatts à eux tout seuls. Et donc, ils disent qu'avec 10 000 mégawatts, la rentabilité du projet est assurée. Donc, les 10 000 autres mégawatts, c'est à nous de voir à qui on va donner, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le marché local, que ce soit d'autres pays, ils sont ouverts. C'est le meilleur modèle, et c'est des gens solides. La troisième proposition, c'est, vous avez dû les suivre dernièrement, ce sont les gens d'Australie. Un riche homme d'affaires australien qui est venu, qui a été reçu, qui lui propose de faire la même chose. Il peut aller jusqu'à Inga 8, mais il dit qu'il veut faire à côté une usine qui produit de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un nouveau type d'énergie que l'on fait en transformant l'eau en énergie. Ça utilise du courant électrique pour créer une autre énergie, mais le courant électrique doit être vraiment moins cher pour que cette énergie-là soit elle-même rentable. Et donc, mais simplement, ce sont des nouvelles technologies qui ne sont pas encore suffisamment fiables. C'est encore nouveau, mais eux, ils veulent miser là-dessus. Et il y a les Allemands aussi qui sont venus avec l'idée de dire, nous pouvons faire la même chose, c'est-à-dire commencer des études pour faire de l'énergie à partir de l'hydrogène, faire de l'hydrogène à partir de l'énergie électrique et le revendre en Europe. Voilà un peu ce que nous avons sur la table. L'ancien partenariat, le deuxième partenariat sino-américain qui est le plus solide aujourd'hui, le partenariat australien qui est intéressant parce que l'homme d'affaires qui est derrière a une surface financière intéressante, mais qui repose sur l'hydrogène qui n'est pas encore suffisamment fiable comme débouché. Et puis les Allemands, c'est très embryonnaire, c'est juste au niveau des idées. Donc voilà un peu la situation pour Inga. Et nous avions, comme nous n'arrivons pas à avancer, et que c'est urgent pour nous, lorsque le ministre des Affaires étrangères chinois est venu dernièrement, le chef de l'État lui a posé la question, savoir, mais dites-nous, est-ce qu'on peut compter sur les gens de Trois-Gorges qui sont impliqués dans Inga depuis 2015? Et la réponse est claire, c'est que ce projet est très important, nous y travaillons, ce n'est pas un projet que nous pouvons faire seul comme ça, il faut qu'on voit avec d'autres, et donc c'est trop tôt pour vous répondre. Alors la réponse était suffisante, ça nous a permis de comprendre qu'eux-mêmes sont en train de réfléchir, parce que nous avions appris effectivement que Trois-Gorges, malgré tout le bruit qu'ils font, ne sont pas prêts, et que c'est plutôt le nouveau consortium sino-américain qui pourrait avoir la préférence du gouvernement chinois. Et ce qui nous arrange d'ailleurs sur le plan géopolitique, parce que c'est mieux d'avoir la Chine et les Américains ensemble sur un projet, là on aura moins de réactions hostiles. Donc voilà un peu la situation, mais on espère que ça avance. Si tout va bien, on espère qu'avant 2020, disons au plus tard 2022, on peut lancer des travaux par rapport à Inga. Et si on y arrive, ça sera un grand changement parce qu'il faudra compter 5 à 6 ans et on a Inga. Inga sera là, mais 5 à 6 ans d'investissement, c'est-à-dire d'activité, de recrutement, de fourniture et tout, ça va changer les choses.
Et j'ai toujours dit que la province du Congo central est appelée à être la province la plus riche de ce pays. À cause de Inga, à cause du port de Banana, c'est tout ça est lié. On ne peut pas faire Inga 3 sans faire Banana, à cause du chemin de fer qu'on doit faire, etc. Donc cette province-là a énormément de potentiel. Et ceux qui ont un peu d'argent, c'est là-bas qu'il faut aller acheter un terrain et garder, et garder pour l'avenir. Donc voilà. Alors sur le procès des 100 jours. Sur le procès de 100 jours, c'est une grande expérience. La question c'était, est-ce que c'est une réussite? C'était quoi la question encore? La question était que dans ce même projet-là, quelques gens... La libération de deux. La libération, oui. Qui a posé les tollés. Oui, oui, c'est vrai que... Je crois que vous avez tous suivi le procès de 100 jours. Les faits de corruption sont évidents. Les faits de laisser-aller sont évidents. Mais ils s'inscrivent dans une tradition ancienne du pays où on était un peu dans l'irresponsabilité. Et donc, faire la part des choses, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on arrête, ce n'est pas toujours facile. Et la frustration que l'on a, pour ceux qui ont d'autres éléments de référence, quand vous suivez le procès de 100 jours, vous vous rendez compte que on peut se poser la question, pourquoi on s'est arrêté à ceux qui étaient impliqués directement et pas aux ministres qui ont donné les ordres? Normalement, les ordres qu'ils ont donnés, si on veut aller très loin, on peut aussi dire que ces ordres-là sont illégaux et donc ils sont responsables. On peut aller plus loin, etc. Mais le choix du juge, le choix de la justice était de cibler ceux qui avaient une responsabilité en termes de décision ou d'influence politique et une responsabilité parce qu'ils ont été les bénéficiaires de cet argent qui a été détourné. C'est le choix que le juge a fait. C'est ça qui a donné les résultats du procès. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux-là? Bien qu'ils aient été condamnés, il s'est avéré que pendant ce temps, pendant le procès et pendant leur condamnation, celui, par exemple, le DG de Sokok a énormément dépensé son propre argent pour compenser et s'assurer que ce qu'il était censé faire soit fait. Et il l'a fait. L'autre, le DG également, a pu démontrer que lui n'était qu'un receveur d'ordre et qu'il n'était pas, à l'initiative en matière Alors, maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Ces deux-là ont bénéficié de la grâce. Seulement, quand on prend une ordonnance de grâce, on ne mentionne pas les noms. On donne des critères. Les noms sont faits par arrêté ministériel en fonction des critères. L'ordonnance du chef de l'État ne fait qu'énoncer les critères. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils répondaient aux critères sauf un. C'est le fameux article 5 de l'ordonnance qui disait qu'ils sont censés... Là, je parle à des responsables. Hein. Oui. Vous n'allez pas répondre ça dans les journaux et tout. On parle entre responsables. Ils répondaient à tous les critères sauf un, l'article 5 de l'ordonnance qui disait qu'il ne faut pas... que ceux qui sont impliqués dans des faits de détournement ne peuvent pas bénéficier de la grâce. Mais en termes de délai, de nombre de mois passés en prison, ils avaient pratiquement plus ou moins réuni les critères. Et donc, ils se retrouvent sur la liste. Ils se retrouvent sur la liste. C'est un peu... On se rend compte après coup que, non, normalement, à cause de cet article 5, ils ne sont pas censés être sur la liste. Mais, puisque, en fait, on aurait dû réfléchir avant et dire, est-ce que pour eux, c'est la grâce ou bien c'est libération conditionnelle? Mais puisque c'était déjà fait, et que l'intention de celui qui a le pouvoir de donner la grâce, de celui qui a le pouvoir de signer les ordonnances de grâce, était de leur faciliter leur libération, compte tenu de tout ce qui avait été fait entre-temps, ils avaient payé de l'argent eux-mêmes, ils ont fini des travaux, etc. On a dit, bon, cette erreur-là, on passe outre, puisque de toutes les façons, c'est une erreur qui est dans l'ordonnance, mais l'ordonnance, elle a été signée par celui qui a le droit d'accorder la grâce. Et donc, on passe outre, on ne va pas revenir, c'est parce que généralement, à ce niveau, on n'aime pas revenir sur une ordonnance. On passe outre, puisque l'objectif, c'est le même. C'est comme ça qu'ils ont bénéficié de cette grâce. C'est vrai que ça a un peu perturbé beaucoup de gens, parce que les gens n'ont pas toute l'information. Mais la véritable information, c'est que pour ceux qui ont été dans le dossier en détail, parce que moi-même, je fais partie des gens qui ont posé des questions, ces gens ont réparé le préjudice et ont prouvé qu'il n'était que
dans une situation où ils recevaient des ordres de l'influence, mais qui n'étaient pas vraiment des initiateurs de la corruption. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu sortir, parce qu'ils ont réparé, et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Donc voilà. Maintenant, est-ce que ça remet en cause la lutte contre la corruption? Non, absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays du monde, le chef de l'État est le seul qui a le droit de grâce. Et en général, il n'est même pas obligé de justifier pourquoi il a donné à tel ou pas à tel. C'est un droit souverain. Et comme je l'ai dit dernièrement sur RFI, il faut apprendre à faire confiance. Quand le chef de l'État... On dit toujours que dans un pays, le chef de l'État, c'est une girafe au long cou. C'est-à-dire que nous, on voit ici, mais lui, il voit là-bas. Il a l'information sur tout. Il mesure des choses, il voit ce que nous ne voyons pas. Il a des éléments d'analyse que nous n'avons pas. Et s'il estime que là, on peut accorder la grâce, eh bien, il faut parfois faire confiance. Donc voilà un peu la situation. Autre question. La diplomatie par rapport à la guerre à l'Est. La diplomatie n'est qu'un des éléments pour contribuer à mettre fin à la guerre à l'Est. Il y a la diplomatie, il y a l'armée, il y a l'économie, il faut que l'économie marche, il y a le renseignement, il y a beaucoup d'éléments. La diplomatie n'est que l'un des aspects. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la pression, le chef de l'État a réussi à inverser la pression et à faire en sorte que, désormais, toute la pression est mise sur les pays voisins pour qu'ils se retrouvent dans un état où ils n'ont plus le droit ni l'opportunité de faire des bêtises. Ils sont obligés de sortir de toute forme d'attitude ambiguë par rapport à la question sécuritaire. Vous avez vu il y a 3 jours que des officiers américains sont passés à Goma, ils sont venus, ils sont passés 3 jours ici, ils ont rencontré le chef de l'État. Il y a une dynamique qui se met en place pour mettre fin à cela. Mais l'une des conditions pour avoir tous ces soutiens était aussi d'assainir un peu le contexte politique. Parce que nous savons qu'il y avait à boire et à manger dans ce qui se passait sur le terrain politique. Il y a des gens qui étaient ici, mais qui étaient là-bas en même temps, qui étaient... Donc voilà. Et donc, on est en train d'avancer vers vraiment des actions décisives. D'abord le terrain politique, qui est en train d'être assaini. Ensuite, l'armée elle-même. Beaucoup de gens se sont installés dans des mauvaises habitudes, mais c'est en train d'évoluer. C'est comme ça qu'il y avait une première mise en place qui a été faite. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Toutes les conditions sont en train d'être réunies pour que, même si on doit avoir du soutien en termes logistiques ou en termes de renseignement, pour pouvoir mettre en terme à tout cela, il faut qu'on le fasse avec des partenaires bien préparés. Et c'est le travail qui est en train d'être fait. Et dans ce cadre-là, l'aspect diplomatique est aussi à prendre en compte. Le chef de l'État a énormément tourné. La même ouverture dont il a fait preuve à l'intérieur du pays a porté ses fruits pour mettre les gens dos au mur. C'est la même chose qu'il fait au niveau sous-régional, dans cette ouverture, pour mettre les gens dos au mur. Il ne faut pas donner aux gens l'occasion de dire « il veut nous faire du mal ». Non, il faut faire preuve d'ouverture pour montrer son jeu transparent et susciter des appuis de son côté pour contrer les gens qui ont des intentions parfois qui ne sont pas claires. Donc, moi je peux dire que le volet diplomatique a porté ses fruits, mais ce n'est qu'un des volets pour résoudre le problème de la guerre à l'Est, et les autres sont en train de se mettre en place comme je viens de l'expliquer. Ma conviction est que sauf accident, nous devrions avoir, dans cette année qui vient, 2021-2022, avoir des avancées majeures sur le terrain de l'insécurité à l'Est. Majeures. Et ça sera à ce moment-là, vraiment, on aura bouclé la boucle et on aura redressé l'essentiel de ce qui n'allait pas dans le pays sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Il restera maintenant le combat pour l'économie et le social. Alors, dernière question de M. Mboma, le vice-président de la Ligue des Jeunes. Le changement de mentalité. Mais c'est un peu tout ça. Ce que vous faites là, c'est ça, c'est du changement de mentalité. C'est se prendre en charge, c'est-à-dire contribuer chacun à son niveau à mieux comprendre et à mieux expliquer, à rayonner. Maintenant, il faut beaucoup d'argent pour ça aussi, parce qu'il faut des campagnes, il y a la communication est importante, il y a l'exemple, il faut montrer l'exemple.
Et je crois qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui un chef d'État qui montre clairement l'exemple, il est totalement détaché par rapport à beaucoup de choses qu'on a connues ici. Faire mal aux gens pour le plaisir d'envoyer des policiers tuer et tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui. On a un chef d'État qui a horreur de cela. Et ça, c'est la tradition de la lutte. Quand on a vécu dans la lutte où on a vu des jeunes combattants qui se font tuer pour rien, moi j'ai déjà vu le père Etienne Tshisekedi avec des larmes aux yeux parce qu'on avait tué des gens. En 2011, à la veille des élections, on a tué des jeunes gens qu'on a ramenés à la permanence. Ils étaient là morts. Le papa était furieux avec des larmes aux yeux. Il a demandé qu'on fasse venir la presse pour dire regardez, c'est ça votre démocratie. Donc quand on a vécu tout ça, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et donc on a un président qui est très attaché à ça. Il dit non, pas ça, non, on ne peut pas. Mais on s'est battu toute notre vie pour ça. C'est ça l'avantage d'avoir une histoire politique. Plutôt que des gens qui viennent comme ça parce qu'ils ont fait des affaires, ils ont l'argent, ou bien par opportunisme, tout ça. Ou bien qui ont fait la guerre. Ceux qui ont fait la guerre n'ont pas de problème avec ça. S'il faut tuer, on tue. S'il faut massacrer, on massacre. S'il faut emprisonner, on emprisonne. Mais ceux qui ont fait la lutte ont des valeurs. Donc, l'exemple est très important et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un dirigeant qui est exemplaire par rapport à l'histoire qu'il porte. Mais il faut aussi la communication, beaucoup de communication. Et puis il faut faire descendre ça progressivement pour que les gens changent. Et il faut aussi leur donner d'autres opportunités. Quand tu n'as pas d'opportunité et que tu es obligé de survivre, c'est difficile de sortir de la corruption. Quand il y a des gens qui chaque matin vont au travail, ils reviennent et puis on leur donne 50 000 francs par mois ou 100 000 francs pour nourrir une famille, c'est difficile. Sans soins médicaux, sans rien, avec rien que le transport, ça ne suffit pas. C'est très difficile. Donc, il faut plusieurs éléments pour faciliter ce changement de mentalité. Mais quand, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille, quand on croupit dans les difficultés les plus dures, vous avez beau parler de lutte contre la corruption, tout ça, on dit oui, ça c'est des théories. Moi, je dois vivre, mes enfants doivent vivre. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et il faut travailler sur tout ça en même temps. Ce n'est pas facile. Nous sommes un pays de plus de 80 millions d'habitants, 85 millions, avec beaucoup de richesses dans le sous-sol, mais très peu de richesses dans le budget de l'État. Et donc, l'équation n'est pas facile. Elle a été boostée par des moyens de gens venus d'ailleurs. Eh bien, partie de zéro, on a bien vu. On a vu comment on les a fait monter dans l'opinion de manière tout à fait artificielle. Donc, nous arrivons aux affaires. Nous avons en face de nous, le pouvoir sortant nous impose une majorité parlementaire, je dis bien nous impose, et je crois qu'on se comprend, et nous avons en face de nous une opinion extérieure qui est sceptique. Pourquoi? Parce que nous avons d'un côté la partie européenne qui était les plus engagés dans le soutien à la Mouka, et qui, pour eux, n'acceptaient pas d'avoir raté leur plan. Mais fort heureusement, nous avions de l'autre côté la partie américaine qui, elle, qui était à la base de l'aventure de 96-97, avait compris qu'elle s'était trompée et elle a dit il ne faut pas recommencer à faire souffrir ce pays, il faut laisser les forces réellement démocratiques et historiques fonctionner. Et c'est cette différence qui a fait que nous avons pu nous engager dans cette alternance avec quand même les moyens politiques sur le plan extérieur d'avancer. Autrement, ils avaient la possibilité de nous mettre des cales partout, de nous bloquer partout, et nous aurions énormément de difficultés à obtenir ce que nous sommes en train d'obtenir. Donc, nous avons pu nous en sortir, mais il nous restait à régler le problème de l'ancien pouvoir dictatorial qui était dans une manœuvre. Sa manœuvre était claire, c'était de dire nous allons les coincer avec notre majorité que nous nous sommes donnée, et puis nous allons reprendre le dessus et reprendre même les affaires. Alors il fallait faire preuve de beaucoup d'intelligence et de tact, parce que nous avions à côté les autres de la Mouka, qui eux étaient déçus parce qu'ils avaient également raté leur coup, et qui ne voyaient pas d'un bon œil le fait qu'ils avaient échoué. Et donc, dans cet environnement plein d'adversité, il fallait avancer intelligemment, et c'est là toute l'intelligence de notre leader qui a réussi à jouer le jeu en s'appuyant sur le droit, comme l'a si bien dit le professeur, en s'appuyant sur le droit,
et en s'appuyant sur son leadership politique, sur l'expérience politique que seul l'UDPS dispose. Il n'y a pas un parti dans ce pays qui a un capital d'expérience comme l'UDPS. Il n'y en a pas aujourd'hui. Et donc, il a montré la supériorité du combat démocratique, du combat historique, sur le combat des armes et sur le combat de l'argent. Et c'est comme ça qu'on a avancé, et c'est comme ça que les 2 années qui ont passé nous ont permis d'arriver au résultat que vous connaissez, c'est-à-dire la recomposition de la classe, de l'espace politique et la prise en main réelle de tous les leviers du pouvoir par le chef de l'État, qui est le seul qui a été élu au suffrage universel. Il n'y en a pas deux, c'est le seul. Et donc c'est le seul dont la légitimité est incontestée. Et il a réussi à le faire avec un brio incroyable. Alors, c'est important que je vous dise aussi, pour que vous compreniez mieux la profondeur de l'action du chef de l'État. Quand il a été élu sous les critiques d'une partie de l'opinion extérieure et intérieure aussi. Alors, si il y avait des raisons de douter de sa légitimité, on l'aurait senti dans sa manière d'agir. Le chef de l'État s'est comporté depuis le premier jour comme un président à 100% légitime. Et cette légitimité ne peut être contestée quand il s'agit du chef du premier parti du pays, parti historique, le seul parti, un des rares partis qui arrive au pouvoir ayant déjà 32 ans d'expérience. On n'a pas connu ça dans ce pays. Dès le premier jour, il s'est posé en homme 100% légitime. Je me souviens pour l'anecdote, vous avez suivi dans son discours du 24 janvier, il a lancé même des fleurs à son challenger, Martin Fayoulou, qui avait échoué, en parlant de lui en disant véritable soldat du peuple, le 24 janvier au Palais de la Nation. Je me souviens parce que j'étais dans l'équipe qui avait travaillé sur le discours. Le matin même de ce jour-là, je dis, mais on était en train de relire la dernière version. Avec toute l'équipe, il y avait le directeur de cabinet Bérand et d'autres. Je dis, mais qui a laissé encore cette phrase de Martin, véritable soldat du peuple, Martin Fayoulou? Je dis, enlevons ça. Et puis on enlève. On enlève, et puis on imprime, on donne au chef, et puis nous on part se préparer pour aller au Palais de la Nation. Et j'apprends que le chef, il prend le discours, il dit, mais qui a enlevé ça? Et puis il remet. Et puis il le remet. Alors quand il lit, je vois il lit ce passage, je dis mais pourquoi? Et puis il avait raison. Il avait raison. Vous savez, quand vous avez des adversaires de mauvaise foi, pour prendre le dessus, il faut avoir un plus grand cœur qu'eux. Une plus grande foi. Et c'est ce qu'il a fait depuis le début. Et les gens ne l'ont pas vu venir. La même chose lorsqu'il s'agissait de faire revenir Katumbi. Katumbi, tout le monde disait, bon, ce type nous a trahis, c'est lui qui nous a trahis à Genève et tout ça. Maintenant, le chef lui-même prend la décision et dit, écoutez, c'était lui la première victime de cette trahison. Et moi, j'étais à Genève, je peux vous dire, c'était très dur. Très dur. Mais le chef de l'État, il dit, non, je suis président de tout le monde, je ne peux pas accepter que sans raison valable, on empêche un Congolais de circuler librement. Beaucoup de gens d'entre nous, y compris moi-même, disent, mais pourquoi il va venir nous embêter, tout ça. Non, il faut le laisser circuler. On a plus à perdre qu'à gagner en le laissant en dehors du pays, c'est un Congolais. Il avait raison. Il a vu avant les autres. Et dans beaucoup de choses comme ça, il voit avant les autres. Et c'est ça le grand leadership. Il a fait la même chose sur le plan extérieur. Il s'est approché de tous ces pays dont on sait très bien qu'ils ne nous portaient pas dans le cœur. Ils étaient dans des complots contre nous. D'ailleurs, l'UDPS a très rarement été le favori, le chouchou des puissances occidentales parce qu'ils sont dans une logique qui n'est pas toujours, moi à l'époque du papa, qui n'était pas toujours, ils ne connaissaient pas l'UDPS. Et puis, ils se laissaient nourrir par une opinion qu'on leur mettait dans la tête qui était fausse, aussi bien sur le leader Étienne Tshisekedi que sur la lutte. Et ils avaient peur d'un parti qu'on présentait comme un parti des gens extrémistes, des gens dangereux. Quand on voit nos parlementaires debout assez agressifs, les gens disent « Ah, on ne veut pas avoir affaire à ces gens ».
Et maintenant, il est allé vers eux, il a montré une autre image, tout en gardant sa pleine légitimité vis-à-vis de cette base populaire. Et les gens aujourd'hui vous disent, c'est vraiment dommage, on a perdu des décennies, c'était eux qui devaient diriger ce pays depuis longtemps. Et ça, c'est une grande victoire. Aujourd'hui, l'UDPS, à travers son leader, à travers la parole qu'il apporte partout où il va, fait l'unanimité, et tout le monde dit, mais comment ça se fait qu'on est passé à côté de ça? Comment se fait-il qu'on a essayé de... On a expérimenté d'autres choses alors qu'on avait la solution à travers des gens qui ont une vision forte et qui sont constants dans leur vision depuis le début. Voilà le grand enseignement que le chef de l'État, que nous avons de ces 2 premières années, parce que j'ai été de pratiquement tous les voyages, presque tous les voyages pendant cette période, où systématiquement, pas après pas, le chef de l'État a construit une action diplomatique qui a totalement inversé la perception que l'on avait et de l'UDPS, et de l'histoire de notre combat, et du nom Tshisekedi. Et aujourd'hui, notre pays est redevenu un pays sérieux, un pays fréquentable, où on a des gens qui ont une histoire de combat politique réel, qui ne sont pas dans la rancune, mais qui sont dans la construction, et ouverts, prêts à construire avec tout le monde. Donc cette expérience, c'est ça la grande victoire. La grande victoire, c'est de montrer que nous n'étions pas des gens ombrageux, prêts à tout casser, mais que nous étions simplement des gens attachés à nos valeurs, attachés à notre combat, mais assez flexibles, pour autant qu'on ne s'écarte pas de ce combat. Et c'est ce qui a été fait, aussi bien sur le plan interne, dans notre marche avec le FCC, qui a abouti maintenant à la requalification de la majorité, que sur le plan externe, dans nos relations avec les puissances étrangères. C'était valable pour les puissances occidentales, mais ça a été valable également pour les puissances africaines. Aujourd'hui, le Congo, tout le monde a envie du Congo, tout le monde a soif du Congo. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est l'un des présidents les plus attendus sur le plan extérieur, parce que dans son style, dans son histoire, dans son combat, on comprend qu'on était passé à côté de quelque chose de grande valeur. Ça, c'est la grande victoire sur le terrain diplomatique. Et elle s'est concrétisée également sur le plan économique. Nous avions de grandes difficultés qui se sont aggravées la 2e année avec la crise Covid, où nous avons vu les recettes de l'État baisser d'environ 30%. Si nous n'avions pas eu cette sympathie de la part du monde entier, nous n'aurions pas eu les appuis qui nous ont permis d'atténuer le choc. Nous avons eu, en l'espace d'une année, plus d'1 milliard de dollars qui ont été mis comme ça, dans le budget, dans la balance de paiement à la Banque centrale et au budget de l'État, pour nous permettre de compenser les difficultés. Sinon, nous n'aurions pas réussi, même si tout n'est pas encore totalement réglé, mais nous n'aurions pas réussi à tenir. Nous aurions un taux de chance beaucoup plus élevé. Dans le respect des textes, et je parle ici à un groupe de réflexion, parce que nos amis du FCC et du PPRD, pendant toutes ces années, vous savez, l'une des choses que Félix Tshisekedi a appris à ses compatriotes, c'est quoi? C'est laquelle? Les gens qui ne connaissaient pas l'état de droit commencent à parler de l'état de droit. On n'a pas respecté la Constitution. On n'a pas... Eux qui ne connaissaient rien, on a ouvert la bouche, même à démuer, pour qu'ils commencent à parler de l'état de droit. Et quand il arrive, l'état de droit, donc c'est un état qui est soumis à la loi, jusque-là, je ne vous dis pas qu'on n'a pas eu de problème avec le texte, mais ce n'est pas n'importe qui peut se mettre debout et dire que la Constitution a été violée. Nous avons nos amis du PP de là-bas, même des géologues qui se mettent debout. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les autres disciplines. Un chimiste qui se met debout dans l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il faut féliciter la Ligue des jeunes de GRET, le groupe d'élite de réflexion tshisekédiste. Il est important que la jeunesse s'implique dans notre marche, c'est-à-dire que les actions qui sont menées par le président de la République, Félix Tshisekedi, ne peuvent pas réussir sans un engagement des jeunes et sans des jeunes qui réfléchissent. C'est pourquoi j'ai tenu personnellement à être là, à soutenir votre activité. Il faut qu'il y en ait davantage pour qu'on accompagne le président de la République dans la réussite de sa mission. Et aujourd'hui, déjà, c'est la célébration de 2 ans de prise de pouvoir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées par rapport à là où nous venons?
Bon, je l'ai dit, comparez, regardez le premier président de la République, regardez Kasavubu, Joseph Kasavubu, regardez Mobutu, regardez l'arrivée de Laurent Désiré Kabila ou de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi, dans 2 ans, a fait mieux que ses prédécesseurs dans la marche de ces pays vers l'état de droit. Il a fait plus et il a encore plus à faire, mais il ne pourra réussir, comme je l'ai dit, qu'avec l'accompagnement de nous tous et surtout de la jeunesse. Na mukosi na lingala to retenir nini na 2 ans ya bokonza mwana mboka Félix Tshisekedi et puis par rapport à Milulu oyo Gret Bautu ko basi kolengela. Bon, ngai norbete Gret na ba jeune likambo basali ezali likambo vraiment ya malonga. Et sengeli ko ba jeune na biso tango na tango basangana po basala ba pesa contribution na bango na lutte autozo sala pour na mboka na biso bonga. Félix Tshisekedi président na biso na mbula mibale na makambo ya état de droit, na makambo ya justice, na makambo ya lutte contre l'impunité, na corruption, a sali koleka ba président nyonso ba yaki liboso na ye. Mais yango na tolobi mosala yango ekende liboso, ye moko a ko réussir te. Ce sera nécessaire que ba congolais nyonso ata na cadre to bengi union sacrée et surtout ba jeune bako taper na lutte wana po ete mboka na biso bonga. Bon wana bimi mingi pa bato a PPR bato FCC ngape na lobaka mingi bande ko wana bango moko ba yebi mibe côté ba yebi mibe côté soko yebi mibe côté ngeno ko loba mokonzi mboka abuki mboka mokonzi azolanda mibeko depuis to banda toyoka te que cour constitutionnel et si est cassé décision à président Félix Tshisekedi parce que ezalaki contre la constitution. Donc mokonzi yo azo respecter droit koleka mokonzi oya bango oyo ba memela ki biso pendant 18 ans na kibokonzi. Il n'y a rien à comparer entre oyo Félix Tshisekedi azo salana oyo par exemple président Akala Sala qui pendant 18 ans. Le collectif, ce n'est pas moi qui ai organisé, c'est le président de la Ligue des jeunes de Gret qui a organisé. Moi, je suis le coordonnateur national. J'ai été aussi invité comme les autres, mais comme il y avait les invités et les officiels que la Ligue des jeunes avait invités, il aurait fallu que moi-même je sois sur place. Donc les 2 ans des chefs de l'État, vous avez tout suivi, l'intervention de l'ambassadeur itinérant Nicolas Kazadi, qui est d'abord chargé en politique. Donc il est vrai que le chef de l'État a connu des couacs, il est vrai qu'il y a des couacs quelque part, il y a aussi des récits quelque part. Sur le plan diplomatique, c'est une victoire pour lui. Donc ça, il n'y a pas à faire de commentaires. Dans d'autres plans, il y a des failles, mais je pense que bientôt là, comme le gouvernement est tombé, et il y aura des améliorations par rapport à d'autres secteurs. Mais sur le plan juridique, diplomatique, c'est une victoire pour lui, et pour nous et pour le peuple. Non, écoutez, parce que le premier manager, d'abord, le social a été pris en otage par l'FCC. On avait un ministre amorphe, un ministre médiocre. Un ministre, à chaque fois quand il y a des conseils de ministres, il y a des décisions qu'on est en train de prendre qu'il ne voudrait pas exécuter parce qu'il était dans les livres de Kabylie. Mais pour le moment, le gouvernement est tombé, il y aura maintenant un gouvernement qui aspirera à la volonté du peuple, ce qu'on appelle le gouvernement, le peuple d'abord. C'est un gouvernement de coalition à qui, pour travailler, il fallait d'abord demander des concessions, mais pour le moment, ça ne sera pas le cas. Donc pour vous dire, le gouvernement qui sera pour bientôt, ça sera maintenant un gouvernement pour le peuple. C'est pour vous dire simplement que non, par rapport à ce que vous avez posé comme question, le gouvernement qu'Ilunga dirigeait, ce n'était pas un bon gouvernement. Donc le gouvernement qui va se faire pour le peuple, c'est un gouvernement qui sera bientôt mise en place. Cette fois-ci, avec le gouvernement qui sera mis en place, je pense que les peuples maintenant vont se retrouver. Parce qu'il y aura un gouvernement à qui on ne peut pas prendre un gouvernement multivore, mais ce sera un gouvernement qui sera tellement réduit en fait que les peuples congolais puissent se retrouver. À savoir aussi les concepts du peuple d'abord, ce n'est pas un slogan, mais c'est un concept à qui le Félix Tshisekedi Mulumba, le président de la République, qu'il est en train de faire le tout, que cette année, il avait même dit, c'est l'année sociale, cette année sera une année qui aura des changements, une imitation et par la pauvreté, une imitation pour la vie, pour que les peuples puissent se retrouver. Félix Tshisekedi Tshilombo a salué plus de 25 réalisations dans 2 ans seulement. Basimbake, Tokosala, la vulgarisation, nous allons faire voir au monde que Tshisekedi travaille, il a encore beaucoup de travail et il va encore faire mieux. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est pour dire à l'opposition, en fait, FCC, PPRD, que Excellence, M. le Président de la République a réalisé de bonnes réalisations. Et donc, soyez patients, il va encore faire encore plus d'avantages.